Deux êtres reliés par une ligne de nylon. Homo sapiens d'un côté, Piscis de l'autre. Ce poisson qui vient d'être capturé a de la chance. Il retrouve sa liberté. Aujourd'hui, pourtant, j'ai besoin de comprendre quel est le sens de cet acte qui nous pousse pêcheurs à relâcher nos prises. Il me faut remonter le temps, revenir sur les traces de ces pionniers qui un jour eurent l'idée de relâcher leur capture. Cette partie de l'histoire de la pêche, c'est à Paris que je la trouve. Pierre Affre m'y attend. Son bureau relève plutôt du musée. C'est un siècle de pêche à la ligne qui est exposé au mur. Une expérience unique. Ce no-kill, tout le monde croit que c'est les Anglais. C'est absolument pas les Anglais. Les Anglais, dans les années 90, facilement tuaient tous leurs saumons. Je pense que le père fondateur, c'est Lee Wulff. Lee Wulff a relâché ses premiers saumons, du moins il en a parlé, il a fait des articles, dès 1937, dans Finland Stream. Il disait qu'il fallait relâcher des poissons. Bien sûr, à l'époque, là où il pêchait, il pouvait prendre 20 saumons par jour, à la mouche sèche ou autre. Mais il a été le premier à dire qu'il fallait relâcher les poissons. Et puis après la guerre, dans les années 50, là, c'est vraiment là où il a développé le concept, en disant a good game fish is too valuable to be catch only once. Un grand poisson de sport a trop de valeur pour n'être pris qu'une fois. Il allait pêcher des endroits où personne ne pouvait pêcher. Et il pouvait prendre 30, 40, 50 saumons par jour. Et il gardait un saumon pour le manger, le faire cuire le soir. Et tous les autres poissons, il les relâchait. Je me souviens très bien d'un film extraordinaire qu'il nous avait montré à l'époque. On le voit pêcher avec Stuart, qui était son guide. Il prend un tarpon, je sais pas, au moins 100, 120 livres dans une eau cristalline. Et d'un seul coup, le tarpon commence à fatiguer au bout de 10 minutes. Et on voit un requin qui arrive sur le flats dans 1,50 m d'eau. Et là, Lee Wulff a tout de suite enroulé sa soie et il a cassé pour que le requin ne puisse pas attraper le tarpon. C'est-à-dire que ces gens-là respectaient le poisson. La France d'après-guerre, elle, n'en est pas là. La pêche connaît alors son âge d'or et enregistre 3 millions de licenciés en 1964. La technologie permet de capturer et de stocker toujours plus de poissons. Le poisson d'eau douce ayant à ce moment-là une grande valeur gastronomique et mercantile. La revue Truite, Ombre, Saumon, le travail qu'a fait cette revue, c'était absolument extraordinaire. Et j'ai écrit des articles pour la revue en disant « Mais attendez, si vous voulez des rivières avec des truites pour pouvoir pêcher à la mouche, il faut interdire la pêche aux appâts naturels, il faut interdire la pêche au verron et relâcher les poissons. » Et les gens n'ont pas compris. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi il faudrait faire justement du no-kill. Mais alors là, c'était des lettres de lecteurs qui, eux, remplissaient les congélateurs à l'époque, parce qu'il n'y avait pas, c'était même pas limité dans les années 80. Et puis même, comme il n'y avait aucun suivi réglementaire, je veux dire, la garderie avait autre chose à faire, les gars faisaient les allers-retours au congélateur, et c'est ça qui a tué la pêche en France. Mais ça a mis 30 ans. Puisque le no-kill a débuté avec la pêche à la mouche, quoi de plus naturel que de se retrouver au bord d'une rivière à truites. Je débute cet itinéraire en suivant le pêcheur que je connais le mieux. William est mon père. C'est lui qui m'a appris à lancer, monter mes mouches, repérer les plus belles truites, savoir relâcher un poisson. Il pêche essentiellement sur la nive et les gaves. Alors ce parcours est un parcours un peu sentimental pour moi parce que c'est le premier parcours où mon père m'a amené pêcher quand j'avais 5 ou 6 ans avec mon petit frère qui devait avoir 3 ou 4 ans.
Et il nous mettait sur la berge, j'ai lui pêcher, nous on le suivait sur la berge. J'accompagnais mon père depuis très très longtemps, depuis tout petit, mais la pêche ne m'intéressait pas vraiment. Et j'ai commencé à pêcher vers l'âge de 16 ans à peu près. Et bien ici, en 1974, j'ai pris la première truite de ma vie, en mai 1974, devant le rocher qui est devant là. Oh, elle faisait 400 grammes, mais elle me paraissait plus d'1 kilo quand je l'ai prise pour une première truite. Mon père pêchait d'abord à l'asticot et il a appris à pêcher à la mouche dans les années 60 avec un vieux pêcheur qui s'appelait Georges Bell d'Arcangel. Dans les années 60-70, il y avait beaucoup de poissons. C'était pas difficile de prendre une douzaine, une quinzaine de truites et de beaux poissons. On rejetait uniquement les poissons en dessous de 300-350 grammes. Mais toutes les autres, on les gardait. On en mangeait un peu, on donnait aux amis, mais on gardait tout. Il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Même pas du tout. Je me souviens de coups du soir où il n'était pas rare de prendre une dizaine de truites pour plus de 10 kilos et de revenir avec. Mais c'était dans les années 70-80 et c'est vrai qu'à l'époque, le gnocchi n'était pas du tout dans les mers. Souvent, sur les rivières pyrénéennes, les beaux poissons sont très discrets, se tenant volontiers sur les bordures, ne trahissant leur présence que par de minuscules gobages. Malheureusement, celui-ci se décroche après quelques instants de lutte. Décroché, c'est la pêche. C'est une pêche tout à fait classique, c'est la pêche de l'eau, puisque si on devait pêcher que des gobages, on ne pêcherait pas beaucoup, donc on pêche l'eau. Quand il y a besoin, la nymphe à vue, les poissons qui sont postés sous l'eau, qui ne prennent pas les sèches. Donc c'est de la pêche sèche et la pêche en nymphe, voilà, essentiellement. Pas de nymphes plombées, pas de nymphes lourdes dans le courant. Ça, c'était un choix personnel, parce que moi j'ai appris la pêche à la mouche, c'était la mouche sèche, et c'est la pêche que j'aime. Donc pêcher sous l'eau m'amuse moins. En contemplant les mouvements de la soie et la grâce de cette pêche, on oublierait presque qu'au bout de la ligne se trouve un piège. Une éphémère à pointe de fer pouvant parfois ôter la vie. En ce début du mois d'avril, la rivière est haute et les poissons difficiles à localiser. Le long d'un muret, William a repéré une truite gobant des minuscules insectes. Sa troisième tentative est la bonne. Mais j'utilise une épluchette, pas par goût parce que c'est très gênant quand on marche, mais c'est pour moins fatiguer le poisson. Quand je vois des gens qui pêchent sur des 8 centièmes et qui vont travailler une truite pendant un quart d'heure, j'aimerais pas être à la place de la truite quand on la remet à l'eau. Bon, celle-là, je l'ai remise à l'eau parce que quand j'ai les 3 ou 4 que je garde tous les ans, elles font plus de 40 cm, donc voilà, ça repart à l'eau. Ma première expérience de gnocchi, c'était vers la fin des années 80, avec un ami avec lequel on pêchait beaucoup. Et on était sur le Gave d'Oloron. Il y avait eu une pollution du Gave, une usine d'Oloron qui avait un problème, une cuve qui s'était déversée dans le Gave. Il avait été recommandé aux pêcheurs de ne pas garder le poisson. On était allé quand même aller pêcher, on avait fait un coup du soir fabuleux et on avait rejeté toutes les truites. Et on avait découvert le gnocchi à cette occasion et en fin de compte, on avait trouvé que c'était pas mal. De remettre le poisson à l'eau, c'était très agréable. On va d'abord essayer sous la branche là. Il est amusant de constater que pour les pêcheurs expérimentés, les baptêmes en termes de no-kill furent un pur fruit du hasard et non une quelconque volonté sportive. Le premier saumon que j'ai relâché, je m'en souviendrai tout le temps, c'était en Islande. Au début du séjour, je me retrouve sur une petite rivière qui s'appelle l'Olkna. Il y avait les chutes, c'était magnifique. Il y avait des faucons gerfaux qui nichaient juste à côté de nous sur les chutes. Et de l'autre côté, c'était des grands corbeaux. Je prends un petit saumon, il va faire 5-6 kilos, et je cherche un galet pour le tuer.
Et j'étais sur une plage de sable. Il y a impossible de trouver un galet. Bon, bien sûr, j'aurais pu le tuer à coups de poing. L'endroit était tellement sublime, j'ai relâché ce saumon. C'était le premier saumon que j'ai relâché, c'était en 1973. Petite. Donc voilà, quand on fait du no-kill, il faut que le poisson ne sorte pas de l'eau, il faut surtout avoir les mains mouillées et surtout ne pas le serrer du tout et le remettre à l'eau le plus vite possible. Ça ne sert à rien de les faire souffrir, de les fatiguer pour avoir des poissons qui risquent de ne pas survivre. Pour beaucoup, et je dois reconnaître que j'y ai peut-être un peu participé il y a 20-25 ans, je pensais que le no-kill pouvait être érigé en mode de gestion. Mais c'est une erreur, parce que tout dépend pour d'abord quelles espèces. C'est un peu comme la chasse. À la chasse, si on veut garder un bon équilibre synégétique entre diverses espèces, il faut tuer. Enfin, aujourd'hui, on ne dit plus tuer, il faut prélever. Hein, mais c'est vrai, il faut prélever des grands animaux qui vont ravaler ou autres, et il faut maintenir, il faut que les jeunes puissent trouver leur place. Mais à la pêche, c'est la même chose. Et ça, aux États-Unis, c'est très bien montré. Dans le parc du Yellowstone, vous avez le droit de garder les très gros poissons et les petits poissons. Vous avez le droit de garder des petits poissons, il y en a tant qu'on en veut, même s'ils ne font pas, il n'y a pas de maille légale. Si vous voulez faire cuire des truites de 15 cm, vous avez le droit. Mais il faut préserver les poissons qui font aux États-Unis notamment entre 28 et 50 cm. Ça, c'est les géniteurs. Et là, c'est un no-kill bien compris, c'est une vraie gestion. Tout au long du XXe siècle en France, sociétés et fédérations n'eurent pour seul mode de gestion que de relâcher du poisson d'élevage dans les cours d'eau. Un moyen de prouver aux pêcheurs que leur argent était utilisé efficacement. L'association de pêche de la Nive a su évoluer. Son équipe de jeunes techniciens a cessé ces alevinages stériles et coûteux. Désormais, leur travail donne toute priorité au milieu. Le no-kill n'a pas vocation à gérer la rivière d'un point de vue piscicole. Il est plus une réponse à l'haliotisme, à une demande d'une certaine catégorie de pêcheurs. Dans une rivière, on a un certain nombre de postes où vont pouvoir se mettre les truites, ce qu'on appelle les caches à poissons, c'est-à-dire qu'il y a une certaine densité de truites qui vit sur le parcours, pas une de plus, pas une de moins. Quand on a 5 caches à truites, ces 5 cages vont être occupées. Si une truite est pêchée, elle va être remplacée par une autre. Mais si on en rajoutait 10, ces 10 truites n'auront pas de place, donc elles iront chercher obligatoirement vers l'aval ou alors elles vont mourir. Donc le no-kill n'a pas de vocation à gérer la rivière. Si ce n'est dans les endroits où il y a déjà beaucoup de problèmes sur le milieu, des sources de pollution, des problèmes de continuité écologique, des choses qui vont porter directement atteinte à la population, où la population a du mal à se maintenir. Là, peut-être que dans des endroits comme ça, le no-kill a vocation peut-être à un peu améliorer les choses. Du côté des scientifiques de l'INRA, l'avis reste le même. Frédéric Lange, technicien de recherche, considère essentielle la qualité du milieu dans un processus de gestion. Je pense que c'est plus important si on veut préserver la ressource, que ce soit au niveau pêche ou d'une manière biologique en général. L'important, c'est la situation de vie elle-même de la population dans son milieu. Voilà. Il faut que son milieu soit adapté à sa survie, que la disponibilité en nourriture soit importante, assez bonne, et qu'il n'y ait pas non plus un impact anthropique trop important, avec des pollutions, avec des constructions d'ouvrages hydrauliques qui vont perturber les passages de poissons, la circulation des poissons dans leur milieu.
Donc ici, vous avez un obstacle qui pose problème pour la remontée des truites. Le problème de ces ouvrages, c'est qu'ils ferment la porte, qu'ils ferment l'accès aux meilleures zones de reproduction qui se situent en amont. Donc souvent, à l'automne, lors de la migration des truites, on se retrouve avec des blocages de nombreux poissons ici qui n'accèdent pas aux meilleures zones de frayère et du coup fraient dans des conditions qui ne sont pas très bonnes. Donc ce qu'on va imaginer, c'est de faire une succession de petits barrages qui vont permettre de rehausser la lame d'eau ici et de combler la chute à l'aval. La loi impose une taille réglementaire de 18, 20, 23 ou 25 cm. Mais d'un autre côté, elle impose aussi aux pêcheurs de ne prélever que des poissons qui se sont déjà reproduits. Sur la Grande Nive, nous avons trouvé une taille théorique de première reproduction de 26 cm. Sachant que la réglementation actuelle est une taille de 25 cm, on voit qu'il y a un léger problème et que par rapport à la loi, nous ne sommes pas tout à fait dans les clous. Donc, quand on regarde la structuration d'une population de truites et les tailles de croissance, ce qui est bien, c'est de prélever par exemple une petite truite, mais qui soit au-dessus de la taille légale, une moyenne et une plus grosse. Souvent, les pêcheurs ont tendance à dire on va prélever les grosses, voilà, les plus grosses. C'est parfois une erreur, parce qu'on met la pression sur le stock de géniteurs ou les poissons qui vont être les meilleurs reproducteurs. Donc ce n'est pas forcément une bonne vision et ça ne prend pas forcément en compte le fonctionnement d'une population de truites. Donc peut-être des mesures de gestion à venir, ça serait de se tourner vers la mise en place de fourchettes de capture. De ne pas prélever les trop gros, ni les trop petits, mais d'essayer de taper dans le stock où il y a le plus de truites et qui correspond, je dirais, à ce qu'on peut exploiter en partie. Moi, mon sentiment personnel, c'est de pouvoir autoriser les pêcheurs à exploiter la ressource dans des milieux qui sont adaptés, où on trouve les poissons qui sont intéressants à pêcher, et puis de préserver, après, plus à l'amont, les ruisseaux dans lesquels on va avoir les poissons qui vont venir se reproduire. Contrairement à la chasse, la pêche, qui plus est no-kill, s'est souvent voulue innocente. Une image qui tient probablement au fait de notre méconnaissance de l'animal que le pêcheur convoite. Le poisson. Que ressent-il ? Son silence et son inexpression font-ils de lui un être insensible ? Lisa Jacquin est physiologue. Elle étudie les réactions que peuvent avoir les poissons face aux perturbations que sont les pollutions, la pêche, les manipulations. Pendant très longtemps, les poissons, les reptiles, etc. étaient considérés comme des vertébrés entre guillemets inférieurs. C'est-à-dire on considérait qu'ils avaient un système nerveux moins développé et moins complexe que d'autres vertébrés comme les mammifères ou même les oiseaux. Et puis dernièrement, ces dernières années, il y a eu vraiment un engouement pour l'étude des processus cognitifs, donc de l'intelligence de ces organismes, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient des comportements quand même relativement complexes, qui communiquaient entre eux d'une certaine manière, qui avaient vraiment des signaux visuels et chimiques dans l'eau, et qui pouvaient apprendre les uns des autres. Donc ça suggère qu'en fait, leur système nerveux est peut-être un peu plus développé que ce qu'on pensait, et qu'éventuellement, il peut y avoir des phénomènes de souffrance peut-être plus développés que ce qu'on pensait. Après, est-ce qu'ils arrivent à concevoir cette douleur ou pas ? Ça, c'est un grand débat et je pense qu'on ne saura jamais vraiment. Tous les événements stressants ou perturbants de l'environnement, donc que ce soit manipulation, pêche, mais aussi pollution ou réchauffement de l'eau, ou variation de débit, tout ça, ça peut affecter tout un ensemble de comportements. Donc, au niveau de la reproduction, déjà, on peut avoir des effets. Moi, je m'intéresse plutôt aux comportements de type activité, interaction entre les individus et aussi leur réponse immunitaire et leur résistance aux parasites. Donc, quand on est trop stressé, en fait, notre système immunitaire est moins performant et ça marche aussi chez les poissons. Donc, du coup, ces poissons qui sont soumis à des stress très importants peuvent être moins résistants aux parasites et donc être plus sensibles aux pathogènes qui sont circulants dans l'eau. Les individus qui sont extrêmement stressés de façon répétée peuvent ne pas se reproduire dans la saison. Ça marche chez
un ensemble d'organismes. Si la situation est trop stressante, les individus peuvent choisir d'investir plutôt dans leur survie, donc partir, se déplacer, plutôt que s'investir dans une reproduction, dans un environnement qui peut être un peu risqué, entre guillemets. Donc là, ici, on a une photo de truite fario. Et ici, on peut vraiment voir les points sur son corps. Donc on a des points de différentes couleurs. On a des points de couleur noire. Donc ça, c'est vraiment de la coloration mélanique. C'est des pigments de mélanine. Et là, par contre, on a des points rouges qui sont plutôt des pigments de caroténoïdes, en fait. Et ça, c'est vraiment lié au système immunitaire. Donc on pense que les truites qui ont le plus de points rouges sont les truites qui ont le meilleur système immunitaire, sont peut-être plus résistants aux parasites. Et moi, je m'intéresse aussi beaucoup à ces points ici de coloration mélanique, des points noirs, et qui peuvent être liés à la réponse au stress de l'individu. En fait, on se rend compte que d'un poisson à l'autre, il y a énormément de variations. Par exemple, ici, celui-ci n'a pas énormément de points noirs, alors que celui-ci, on voit clairement que son corps est quasiment couvert de ces points noirs. Donc ça, c'est un individu très mélanique. Et potentiellement, un individu comme ça est plus résistant au stress par rapport à cet individu-là. Mais par contre, celui-ci, peut-être qu'il a un meilleur système immunitaire parce qu'il a plus de caroténoïdes. Donc moi, je m'intéresse à cette variabilité, essayer de comprendre à quoi c'est lié dans la physiologie de l'animal, mais aussi dans son comportement, puisqu'en général, ces poissons qui sont un peu plus foncés sont plus agressifs et plus actifs. Ici, en fait, on a la femelle. Elle vient juste de pondre, là, la minute d'avant. Donc, elle est au-dessus de sa frayère, au-dessus de son nid, et elle est en train de recouvrir les œufs. Et derrière, on voit plusieurs mâles, en fait, qui s'approchent et qui vont commencer à manger les œufs, en fait. Donc ça, c'est des comportements d'oophagie qui sont, en fait, relativement fréquents. Et on voit bien les variations de coloration, là, entre individus. On voit vraiment ici, il y en a certains qui sont très foncés et d'autres un peu plus clairs. Donc, effectivement, il y a beaucoup de variabilité entre ces individus. Certains qui vont manger les œufs, d'autres qui vont plutôt protéger ou chasser les mâles qui vont essayer de manger ces œufs. Et on essaye de comprendre les coûts et les bénéfices de ces différents types de comportements. Mais effectivement, si c'est des comportements qui sont présents, c'est des comportements qui ont été sélectionnés au cours de la sélection naturelle. Donc ils ont effectivement une signification. Sous l'eau comme sur terre, la lutte pour la vie fait rage. J'avais souvent pensé que la pêche, comme la chasse, capturait les individus les plus faibles, procédant ainsi à une sélection naturelle. C'était sans compter sur les mystères que nous réserve le monde aquatique. Sur l'aspect sélectif de la pêche, c'est quelque chose de bien connu. Alors en règle générale, c'est lié à différentes choses. Une première chose, c'est lié au comportement du pêcheur lui-même, qui généralement, les pêcheurs, en particulier les pêcheurs de loisirs, mais les pêcheurs commerciaux aussi, ils recherchent un certain type de poisson. Et les pêcheurs de loisirs, généralement, ils ont une attraction particulière pour les poissons les plus grands. Donc il faut savoir que les poissons les plus grands, ce sont généralement plutôt des femelles, et ce sont aussi des femelles qui, du fait de leur taille, produisent le plus d'œufs, et donc qui ont la capacité de participer au renouvellement des populations, cette capacité la plus élevée. Donc quand on sélectionne les plus grands, on pèse différentiellement plus sur la capacité de renouvellement des populations. Puis à côté de ça, il est probable aussi qu'on sélectionne selon le comportement des individus, et que les individus qui sont prélevés par pêche, ce sont aussi souvent les individus qui éventuellement prennent le plus de risques, sont les plus agressifs, et qui peut-être aussi ont les meilleures capacités à se maintenir, à survivre et à produire des descendants lors de la reproduction. Partagé entre son instinct et sa conscience, le pêcheur à la ligne se retrouve confronté à un choix cornélien. S'il décide de tuer le poisson, il annule toute possibilité pour l'animal de se reproduire et d'assurer une descendance. S'il choisit de rendre la liberté à sa capture, il a conscience d'occasionner un dérangement gratuit et un stress qui pourront avoir des conséquences sur la vie de l'animal. Il sait que parfois, le poisson ne survivra pas. Tuer ou non est une question difficile à trancher.
À l'heure où chante le merle, Bastien, Paul et Stéphane sont déjà sur le pied de guerre. Les consoles de jeu n'ont pas le temps de sortir des sacs de voyage. J'avais besoin d'appréhender la pêche dans ce cas-là de plus jeune, mais il me fallait un guide. Des amis m'avaient parlé de Philippe Ségara. Philippe, ça ressemble à quoi le crank? Le jaune que tu avais hier, le petit leurre de fond. Ah, le leurre de fond. Il faut en prendre un avec une petite bavette, c'est sympa à mon avis. Philippe a sillonné les océans, parcouru les rivières, exploré le plus petit des lacs, de Sao Tomé et Principe jusqu'aux montagnes du Haut-Atlas. Il m'accueille ce matin dans un coin secret des Landes. C'est en bordure, hein, les gars. Ça va démarrer. Là, on est sur des étangs privés. J'emmène que les enfants sur les étangs privés. On a des petits de 10 ans qu'on leur apprend à faire des jolis poissons et à faire du no-kill. Et le premier poisson, il bloque un peu, donc on leur fait des photos, on leur fait un petit film sur les poissons. Après, il n'y a aucun souci. C'est eux-mêmes qui demandent de remettre à l'eau. Ce qui frappe lorsqu'on voit Philippe aux commandes de cette joyeuse bande, c'est toute l'attention qu'il porte à ses élèves. Son comportement et ses conseils s'accordent à chacun de ses enfants. Il leur fournit les clés pour devenir des pêcheurs complets, sachant comprendre l'environnement. Peut-être bizarre celle-là. Ouais, mais c'est pas mal. La couleur qui irait bien, c'est ça. Oui, voilà. Pas mal, ça. Faut que je le manie comment? Doucement Tout doucement. Tu le manies tout doucement, tu le laisses remonter en surface. Tu le retravailles au fond. D'accord? Ok. Oui, oui, poisson, Philippe. Ouais, vite. Il est pas très bien accroché. Vas-y. T'as vu? Tu vois, il était pas très bien accroché. C'est ce que j'avais dit. Tiens-le par la bouche, fort. C'est un petit. Hein. Attends, vite, je vais prendre la photo parce que j'ai pas encore pris. J'en fais une autre, bonhomme. C'est impossible maintenant de tuer un black bass de 55. Pour les gosses, c'est impossible. Je vois bien, c'est la photo de suite et de suite le remettre à l'eau. Ils savent qu'ils vont revenir peut-être dans 1 an ou 2 ans et le refaire. Mais ça leur crée aucun problème aux jeunes maintenant. C'est bon. Ça doit faire maintenant 3-4 ans que j'essaye de pêcher le gros brochet de style 90 1 mètre. Et donc pour ça, il faut les petits de 50, je les relâche tout le temps. Parce que si tout le monde les ramenait, les brochets, il n'y aurait vraiment plus beaucoup de brochets à part en tisse. Et en plus, c'est bien de les relâcher. Moi, je relâche les femelles, toutes les femelles, parce que comme ça, enfin, elles font des œufs, donc il y en a plus. Avant d'ouvrir un livre de pêche, on leur apprend déjà des bouquins sur l'écosystème, sur l'écologie, le biotope, tout ce qui est environnement, quoi. Savoir où pêcher, comment pêcher, vent de nord, il faut pêcher là, vent de sud, il faut pêcher là, avant d'ouvrir un bouquin de pêche. Regarde là, t'as un coin de calme dans le lac, c'est là où je mettrai mon leurre, moi. Voilà, ils sont tous là en plein vent depuis tout à l'heure et je les vois pêcher en plein vent, c'est zéro. Et il y a plein de coins à l'abri. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'ils apprennent déjà. L'ère numérique est passée sur les gaules en bambou et les bouchons multicolores. Mais l'essentiel est préservé, et l'étincelle toujours présente dans les regards des pêcheurs en herbe. J'aime bien la nature et tout, les poissons qui mordent, faut imiter le mieux possible la nature, quoi. Être contre le poisson, être obligé de pas faire de bruit ni rien, ça me plaît, quoi. Ah, c'est un brochet. Tout petit brochet, tu vois, c'est des crochets. Un petit bébé. Tiens-le comme ça. Tu vois, si tu serres trop fort, le poisson craint, regarde. Il bouge pas. Ça serre. Voilà. Comme ça. Voilà. Doucement. Joli comme poisson. Voilà, petit brochet, reviens. Le no-kill s'est beaucoup développé aussi, parce que les urbains se sont mis à la pêche. Il m'a dit entre les doigts. On le voit nous aussi, en stage enfant, quand on a des petits Parisiens, des petits Bordelais, des petits Lyonnais, et ils ont 10 fois plus de facilité à remettre du poisson à l'eau qu'on va prendre un petit Landais, un gars de
du Lot-et-Garonne, un gars du Gers, un petit gars du Gers. Eux, ils ne comprennent pas même pourquoi on remet du poisson. C'est la ville qui se remet à la pêche et ils ont une autre mentalité, quoi. Oh non, je m'en prends quand même. On va essayer de faire plus gros. Il y a plus gros. Il y a plus gros, hein. Il y a 10 ans, c'était impossible de venir avec un pull blanc au bord de l'eau. Maintenant, ils arrivent avec des pulls rouges vifs, des pulls blancs, marqués ci, marqués ça. Avec le look, avec le verbe aussi. Ça parle beaucoup anglais, ça frime au ferrage. Ils ne font pas comme on fait nous, toi. Ils font un peu à l'américaine. Ils font beaucoup de cinéma pour un petit poisson. Mais c'est le style, quoi. Philippe, poisson! Excusez-moi, les gars. Elle va te débaucher. Là, ça c'est un boudin, là. Il a gobé là. Vite s'il vous plaît, parce que là, elle va se décrocher. Hein. Ramène doucement, à genoux. Et ton doigt dans la bouche. J'arrive. Hop. Les jeunes, ouais, ils me rendent optimiste. Leur façon de pêcher, leur mentalité, c'est un respect sur le poisson, sur leur environnement. Il n'y a aucun souci. Je pense que dans 10 ans, on sera au top en pêche. Tu vois là, 10-15 ans, il nous faut 10-15 ans encore pour réfléchir un peu. Ça pour bien l'oxygéner. Hop là. Malgré son optimisme, Philippe, en aparté, m'a fait part d'une inquiétude. Celle du déclin constant du nombre de pêcheurs en eau douce en France. En enseignant aux plus jeunes une pêche moderne, par le biais d'un no-kill raisonné, il espère faire naître des passions. Personne ne s'intéresse aux pêcheurs à la ligne, ça n'est pas tout à fait vrai. Au CNRS d'Arles, une cellule de sociologues étudie de près l'évolution de nos rapports à la nature. Pêche, chasse et cueillette sont ici au centre des attentions. La première question qui peut venir à l'esprit à propos de ces activités, c'est comment cela se fait-il que ces activités perdurent dans le cadre d'une société moderne, industrielle et de consommation. Il y a peut-être bien un atavisme, c'est-à-dire, je dirais, une habitude sociale ou quelque chose profondément ancré dans les mentalités, parce que depuis la préhistoire, l'homme a passé beaucoup plus de temps à chasser, à pêcher et à cueillir qu'à fabriquer des 4 chevaux dans les usines Renault, quoi. Sur le Rhône, Carole Barthélémy s'est livrée à une enquête portant sur 2 pratiques halieutiques très contrastées, la pêche de la carpe et celle de l'alose. Première question, qui sont ces pêcheurs d'alose ? Tous ces pêcheurs sont d'origine rurale, c'est-à-dire qu'ils habitent pour la plupart des petits villages ruraux du Gard, du département du Gard, et ils articulent à la fois les pratiques de pêche donc au printemps, mais ils sont aussi chasseurs, et puis ils sont aussi cueilleurs, et certains sont aussi jardiniers. Alors déjà, il y a cette sociabilité-là, masculine, qui explique le fait du maintien de la pêche, et puis aussi il y a l'aspect alimentaire. Le pêcheur d'alose, même si en général il ne cuisine pas, moi je voyais très bien les pêcheurs nettoyer, éviscérer, trier le poisson, donc tout un rapport au vivant,
à l'organique. La mort du poisson n'est pas du tout discutée dans ce type de pêche. Elle fait partie du geste du pêcheur et elle est totalement anodine pour ces pêcheurs-là. Et donc tous ces éléments font que ça les valorise en tant qu'individus capables de ne pas avoir besoin finalement de la société de consommation. Ils réinventent finalement un circuit d'autoconsommation et production. Et ça, c'est très intéressant à observer dans une société moderne qui est au contraire totalement tournée vers la consommation. Elle a du gaz en tout cas. Je te jure, j'étais persuadé que c'était un fil. Ce veau. Merde. Bien joué là. La taille de carpe. Yes. J'adore ça. Ces pêcheurs de carpe vont au contraire refuser l'acte alimentaire à travers la pêche, vont même critiquer les pêcheurs qui maintiennent ce geste-là, en disant qu'eux pratiquent une pêche moderne et qu'au nom de la modernité, si on veut manger du poisson, on va l'acheter, mais on peut tout à fait déconnecter le plaisir de la pêche et l'acte alimentaire. Modernes, les street fishers que j'avais rencontrés à Paris le long du canal Saint-Martin le sont assurément. À l'instar des pêcheurs de carpe, il est inconcevable pour eux de tuer un poisson. Ici, la pêche est affaire de challenge. Trouver des bons spots, comme on les appelle, des bons endroits dans le canal, c'est observer. Lorsqu'il y a eu la manifestation des enfants de Don Quichotte, cette association qui protégeait les sans-abri, ils ont jeté plein de choses dans le canal, genre des caddies, des vélib, et ça créait des postes en fait pour les poissons. Les nouvelles caches urbaines, c'est ça, c'est un caddie, c'est un vélib, c'est une poubelle, voilà. C'est marrant, non? Tiens, poisson, là j'ai une perche. Tu vois, c'est ça. C'est ça le no-kill. Tout vient d'ici là. L'avantage, c'est que tu piques toujours ton poisson sur la mâchoire où il n'y a pas de veine, il n'y a rien du tout. Donc là, ton poisson, il va pouvoir repartir à l'eau sans problème et revivre. C'est vrai que le no-kill, c'est hyper important vu que le milieu est très petit, très étroit. Si tu récupères, enfin si tu tues tous les poissons que tu pêches, et qu'il n'y a pas d'empoisonnement de fait, il n'y a aucune gestion sur ce canal, donc c'est clair qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de poissons, quoi. Comment pouvons-nous profiter de la nature sans obligatoirement la détruire? Continuer à développer la pêche sans détruire les poissons, alors ma foi, on les pêche, on les tue pas. Et voilà, je pense que peut-être mentalement, dans la tête des pêcheurs no-kill, voilà peut-être comment c'est vécu. On essaye de continuer à prélever tout en continuant à protéger. Voilà. Parce que le poisson, je ne le tue pas. Et je le remets à l'eau. Donc voilà, la nature est préservée. Et moi, j'ai pris mon plaisir de prédateur. Alors, amusez-vous. Voilà, merci. C'est ça le mot. C'est amusez-vous bien. Parce qu'avant tout, on va pas pêcher pour se nourrir en pleine ville. Hein. C'est évident. Mais on va essayer d'être des révélateurs, quoi, de dire voilà, il y a bien du poisson à des gens qui sont incrédules de voir que sous la surface de l'eau, il y a bien des êtres vivants. Quoi. Je n'ai jamais vu dans ma campagne de paysans s'extasier devant les paysages des lieux où nous habitions. Mais s'extasier devant un beau passage de palombe, tout simplement parce que c'était une ressource alimentaire qui était en train qu'on pouvait attraper si on était malin et qu'on pouvait mettre dans son assiette. Ce que j'appelle la nature ressource. Mais donc on ne le lisait, c'était des gens qui ne lisaient le paysage qui les entourait qu'en tant que lieu contenant des ressources alimentaires qu'on pouvait s'approprier gratuitement au lieu de travailler. Mais ça partout, oui, c'est pas... Si
je suis tout blanc. Oui, t'es tout blanc, mais t'es mieux que tout le monde. Mais ne lève pas la tête en haut, là. Dédé ne joue pas quand il va à la pêche. Maman. N'allez pas croire non plus que ce retraité aille simplement passer le temps sur une chaise pliante. L'ancien boxeur vous regarderait d'un œil noir. Il faut le voir arpenter les cailloux à marée basse dans ses coins favoris. Dans la gueule. Tout à l'heure au montant, je vais être confiant. Là, je vois qu'il y a un peu d'artille, c'est pas extra. L'artille, c'est des vagues qui relèvent le sable et ça te fait la vague marron un peu. Et le poisson n'aime pas ce sable dans les ouïes. J'ai commencé à pêcher très de bonne heure. Mon père était pêcheur, chasseur aussi. J'ai commencé, moi, dès l'âge de 14 ans. Homo faber, l'homme qui fabrique. Dédé fait pratiquement tout lui-même. Plomb de pêche, porte-canne, ligne. De même, bravant les douleurs de l'arthrose, il récolte ses appâts. Non pas qu'il soit avare, bien au contraire. Bien, tu vois, un verre. Ah, ils sont pas gros, hein. Des verres de sable qui sont un peu sous les rochers. Mais bon, on s'aiguise pas mal les ongles. T'as pas besoin de te les limer. Après, ici, quand la mer bouge bien, la vague brasse le sable et tout ça, le poisson, il vient chercher ça. Voilà, et comme c'est un appât naturel, automatiquement, c'est le meilleur. Tu vois, quand c'est noir, c'est un peu pourri et tout ça, mais c'est pas forcément de la pollution. C'est les coquillages qui meurent et qui pourrissent sur place, quoi. Souvent, il en profite pour ramasser quelques bulots et assurer l'intégralité de son repas. Mais c'est-à-dire que moi, je suis de la campagne et j'avais mon père qui élevait les porcs, les poulets, les canards, le foie gras aussi, c'est pas mauvais. Et tout ça, il faut les tuer avant de les bouffer quand même, non? Et voilà. Voilà, dans la gueule. Il y a une Anglaise, une fois, elle me dit, j'avais une dorade royale d'ailleurs, de combien 800-900 grammes. Et elle me dit, monsieur, vous allez le rejeter. Le rejeter. Dans la gueule, je vais me le mettre. Dans la gueule. Les poissons se font attendre et Dédé commence sérieusement à s'impatienter. Un peu plus au nord, un vieil ami d'enfance et son fils viennent s'installer. Il faudra en plus compter avec la concurrence. Bon, ça va, de rien toucher. Un petit sac de 200 grammes pour ma voisine. Si c'est un poisson de la taille, je me le mange. Voilà. Je ne relâche pas le poisson, je le relâche quand il est trop petit, mais autrement, je ne le lâche pas. J'en fais profiter mes voisins, moi j'en mange pas mal aussi, et bon, c'est quand même du bon poisson. Là. Putain, il y a du petit, ça bouffe tout. L'océan ici est dangereux et les vagues traîtresses. Il faut connaître ses repères et pouvoir se replier à temps devant la marée qui monte. Un jour de mois de mars, où le poisson mordait, Dédé s'était retrouvé entouré par la mer et avait dû rejoindre le bord à la nage. Il va y avoir trop d'eau là, et on va prendre le bouillon.
Voilà. Et comme je ne veux pas me mouiller mes petits bijoux de famille, le grand pour papa, lui pour maman. Et moi, ça vaut pas le coup. À rejeter. Humus, humain, humilité. 3 mots dont la racine signifie la terre. Humain, Dédé l'est assurément, dans le sens le plus noble du terme. Partage semble être son mot d'ordre. Au moment de nous séparer, il m'offre le fruit de la pêche et des œufs frais de son jardin. Mais Dédé est inquiet. Les paysans en France comptent aujourd'hui moins de 4% de la population active. Chaque jour, la ville empiète un peu plus sur la campagne. Les ressources naturelles s'amenuisent au fil des pollutions et des agressions que l'homme fait subir à la terre. Que mangeront bientôt ces petits-enfants ? L'homme industriel a toujours eu pour fierté de ne plus être obligé de chasser ou de pêcher pour se nourrir. Parfois, je me dis que les pêcheurs à la ligne du XXIe siècle ont bien du courage, sorte de reliques esseulées auxquelles personne ne prête attention. Difficile pour eux de trouver une place dans un monde ultramoderne qui régit tout, organise la consommation à une cadence infernale. Aujourd'hui, les bonnes pêches se font au détour d'un rayon de supermarché. La vie dans les grandes villes nous éloigne toujours plus d'une ruralité où l'homme était confronté à la mort. Celle de ses proches que l'on veillait, qui finissaient leur vie dans leur propre maison, à la mort de ses animaux, qui étaient synonymes de respect. Désormais, la mort est affaire de professionnels. La vision urbaine de l'écologie que l'on voudrait universelle constitue à mon sens un danger. Elle a fait interdire la pratique du no-kill en Suisse et en Allemagne, voudrait faire disparaître les chasseurs de migrateurs jusqu'au dernier. Le mois de mai touche à sa fin, et je retrouve la rivière. Le temps s'est réchauffé et les premiers coups du soir, espère-t-on, feront sortir les beaux poissons. Comme par magie, une éclosion de friganes se produit et les truites, jusqu'à présent rares, se mettent en activité sur la Nive. Poisson qui fait partie des 3 ou 4 poissons que je vais garder cette année pour faire manger quelques amis. Un mâle avec des grosses dents. Voilà. Tuer un animal n'est pas une mince affaire, mais il faut accepter que cet acte fait partie de l'ordre immuable de la vie sur Terre. Cette grande truite aura fini sa vie ici. Les suivantes, quant à elles, retrouveront leur élément. Se pencher sur la question du no-kill, c'est appréhender la pêche comme un acte sérieux, oubliant un peu les idées de sport et de jeu qu'elle a pu véhiculer. C'est aussi réfléchir à notre rôle de prédateur, de consommateur, à notre condition d'homme.
Mais non, il n'est pas gros. Le no-kill, cette prédation version moderne, fait naître en moi un espoir. Quoique limité en termes de gestion et souvent néfaste dans ses dérives extrémistes, ce phénomène réalise une prouesse, celle de responsabiliser les pêcheurs, de les rendre crédibles. Dieu sait s'il faut se justifier lorsqu'on sort un peu des sentiers battus. À quoi ressemblera le pêcheur du XXIe siècle? No-kill ou pas, je veux croire qu'il sera un homme heureux, à condition qu'il ait des cours d'eau propres et un semblant de liberté.